Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon, dans le département du Mono, pour sa tournée de reddition de comptes, le président de la République était face aux populations de Commun ce vendredi. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, Maître Alain Orola, ministre de la Communication et de la Poste, était face aux parlementaires pour défendre le budget de son ministère qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Il annonce la poursuite de la modernisation des structures sous tutelle. Pour un renouveau des arts et de la culture en République du Bénin, des journées de réflexion et de plaidoyer au Palais des Sports de Cotonou. Dans cette édition, nous revenons sur les enjeux de ces assises. Bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h, la traversée du département du Mono par le président de la République s'est poursuivie encore ce vendredi. L'une des étapes les plus marquantes de cette journée aura été celle de Commun, où le président de la République a reçu un accueil grandiose. Les images avec James Bagidi. Si Commun entendait offrir ce 26 novembre 2020 au président Patrice Talon le plus bel accueil depuis le début de sa tournée nationale, la petite commune du Mono n'est pas loin d'avoir réussi son pari. Groupe d'animation folklorique, exaltation du patrimoine culturel local, enthousiasme à grande échelle. Pour un Patrice Talon transporté. Le mot merci me paraît trop banal pour vous exprimer ma gratitude, pour vous exprimer mon bonheur, pour vous remercier pour ce bonheur immense que je ressens ici à Commun. Je suis honoré. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, les vibrations que j'ai perçues ici à Commun sont sans pareil. Tout ici est à la dimension de la reconnaissance que les populations de la localité éprouvent à l'égard du chef de l'État pour ses réalisations tant sur place que dans le reste du département du Mono, voire même dans tout le Bénin. Les réformes profondes, fruits du PAG et de votre audace singulière, ont impacté les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, du commerce, de la gouvernance locale, de la culture, de la sécurité, du sport et bien évidemment celui du système partisan qui offre aujourd'hui un paysage politique assaini, transparent et porteur de développement. En outre, certaines pratiques antisociales n'ont plus droit de citer grâce à votre lutte implacable contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Commun a été identifié parmi les villes bénéficiaires
de la première phase du vaste projet de construction de stades aux normes internationales. Cette infrastructure sportive anoblit l'image de notre commune au même titre que la modernisation du marché central à travers le projet Pourad. Il n'en demeure pas moins que la commune de Komé ne se sent pas assez choyée par le régime de la rupture au regard des nombreux besoins jusque-là demeurés insatisfaits. Il s'agit notamment de l'aménagement des voies au bénéfice de la phase 2 du projet asphaltage, l'extension et le renforcement des réseaux électriques et d'adduction d'eau, le dragage du lac Ayébé et la valorisation de ses berges pour la promotion du tourisme, le renforcement du plateau technique de l'hôpital de zone, la réhabilitation de la maison des jeunes et des loisirs de Komé que les jeunes ne fréquentent plus du fait de sa vétusté, le bitumage de la voie lycée agricole de Monon-Huisset et la réalisation du projet PAVIC, l'éclairage public en lampadaires solaires de la traversée de Komé long d'environ 4 km. Le message du président de la République est ici le même que lors des escales précédentes. Gratitude vis-à-vis des Béninois pour la patience et les efforts consentis. Fierté de voir s'amorcer plus que sûrement le développement du Bénin dans tous les domaines. Assurance de ce qui manque à chacun manquera de moins en moins dans les semaines, les mois, les années d'après, quelle que puisse être l'équipe dirigeante à la tête de la nation. Message face auquel les forces vives de Komé font entendre à Patrice Talon leur admiration. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Une satisfaction très largement partagée. Il a pu, dans un langage aussi rassembleur, montrer que cette action difficile, cette action de construction, c'est une action pour laquelle tous les fils et toutes les filles de ce pays sont appelés. Le chef de l'État a fait preuve d'une certaine ouverture qui m'a à certains moments donné du frisson. Il a été un rassembleur, un réconciliateur et il a montré que le plus beau reste à faire. J'ai passé un très bon moment. Comme à son habitude, le président était à son aise. Il a parlé des choses qu'il a eu à faire pendant son mandat, qui est presque en train de finir et tout. Et bon, tout ce qu'il y a à garder de positif dans tout ça, il n'y a que du positif. C'est que ce monsieur, c'est un gladiateur, il s'est fait entourer des meilleurs. On vient de loin et on l'avait oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous pouvons avoir de la lumière facilement. Nous avons l'eau et l'électricité. L'école, les grèves, tout ça c'est à l'oublier parce que le chef de l'État a fait des réformes. Il est vrai que Komé n'a pas eu tout. Mais quand on voit de façon générale, le Bénin, aujourd'hui, on en est fier. Le bilan fait est éloquent et nous fortifie dans le combat, la lutte pour le développement de notre pays, le Bénin. Si court eût-il été, le séjour du chef de l'État à Komé lui restera très certainement gravé dans la mémoire. Le chef de l'État était également à Lokossa, le chef-lieu du département du Mono, pour le même exercice de reddition de comptes. Retrouvons Jérôme Rungbo pour le reportage. Lokossa, la cité de l'espérance. Au XVIIIe siècle, le peuple Kotafon aurait trouvé refuge sur une terre où se trouvait l'Iroko. Et c'est à cet arbre immense que la ville de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, doit aujourd'hui son nom. Dans son compte rendu, le chef de l'État a fait le bilan national des actions menées par son gouvernement en moins de 5 ans. La dynamique dans laquelle le Bénin est depuis est une bonne dynamique. Le pari que nous avons pris ensemble ici il y a 5 ans, que nous allons montrer qu'on peut partir de rien, de zéro, pour arriver au sommet. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes en train donc d'honorer ce pari. Au plan communal, le maire reconnaît que de mémoire de Béninois, aucun chef d'État n'aura entrepris avec autant de méthodes et d'audace la réforme et le redressement économique. Oui, Monsieur le Président, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé est exceptionnel.
Le COSA se révèle progressivement au Bénin et bientôt au monde. En moins de 5 ans, Monsieur le Président. Plus de 13 km de rues pavées et bitumées, dont plusieurs encore sont déjà éclairées, lui ont rendu un peu sa coquetterie d'antan. 20 km supplémentaires sont annoncés pour les prochains mois pour donner à notre commune l'allure de l'un des plus beaux chefs-lieux de département. Le COSA est évidemment reconnaissante à celui par qui ces changements arrivent. Car, en plus de faciliter les déplacements à l'intérieur de la ville, vous créez de nouvelles routes comme celle symbolique pour le Grand Mono qui relie le COSA et ses environs à Plakoué en passant par Ouédémé. En rapprochant ainsi ces localités, vous ouvrez des perspectives inespérées de développement, notamment par le désenclavement de l'accès au lac Doucan qui abrite des hippopotames et peut donc constituer une attraction touristique. Les populations de l'Okossa sont fières de leur président. C'est un oiseau rare, un président exceptionnel. Depuis les années 60, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas dit que les autres présidents n'ont pas travaillé. Mais quand vous faites le bilan, son parcours en 4 ans, moins de 5 ans, tout ce qu'il a eu à faire pour le Bénin, son programme d'action, les réformes, il a pu toucher à tous les secteurs. Je ne sais pas comment il a pu faire avec son gouvernement, mais toute la population lui dit merci. J'ai retenu une sincérité, même apparente, dans son visage et dans son esprit, à dire à son peuple ce qu'il est et ce qu'est le peuple. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les années à venir seront meilleures. En 5 ans, le chef de l'État, nonobstant les réalisations physiques, est parvenu à transformer le Béninois que nous sommes. Aujourd'hui, le peuple béninois a retrouvé la boussole d'un État digne et respectable dans le concert des nations. Et le chef de l'État, il a martelé. Il dit, une fois cette boussole retrouvée, ce à quoi il nous convie désormais, c'est de tout faire pour que nous ne quittions plus cette voie-là. Dans une ambiance chaleureuse, Patrice Talon quitte l'Okossa pour une autre commune. Et oui, le périple présidentiel continue et cette fois, c'est la commune de Houyaoubé qui a dressé le tapis rouge au chef de l'État, reçu notamment dans l'arrondissement de Serre, célèbre pour son industrie portière, encore artisanale. Le président a fait de grandes annonces. Sur place, voici le reporter de James William Baguidi, Ernest Etegou et Mohamed Bion. Il n'était tout simplement pas envisageable pour Patrice Talon d'achever son passage dans le département du Mono sans cette escale sur la terre Sahoué. La petite commune dirigée par celui qu'il appelle affectueusement son ami, le maire Syriac Domingo, attendait le président de la République de vieille date. De fait, l'accueil est celui des grands jours. À Houyaoubé, le programme d'action du gouvernement n'a pas manqué de laisser des traces, même si elles sont assez peu significatives pour masquer tout ce qui n'a pas encore été fait. Dans votre élan solidaire de développement, notre commune a pu bénéficier du projet de renforcement de l'addition d'eau villageoise à Houyaoubé. Sous votre leadership, Houyaoubé a aussi bénéficié du projet des cantines scolaires, du microcrédit à l'AFIA, les travaux de bitumage de la route commune Houyaoubé, Lokossa, Dobo, communément appelé Kolodo, ont pu connaître leur achèvement pour le bonheur de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République. L'autre programme qui est aussi bénéfique aux jeunes est celui des aspirants au métier d'enseignant conduit sous votre dynamisme. Certains défis majeurs à relever méritent d'être portés à la connaissance de votre haute autorité. Il s'agit notamment de la construction des 3 grands marchés de la commune,
la construction d'un stade omnisport, la construction d'un centre communal de loisirs à Kouyogbé, le démarrage effectif du projet de pavage du chef-lieu de la commune. Le maire l'a signalé, plusieurs centres de santé devenus désuets ont été fermés dans la localité. Comme en écho à ce cri de détresse, Patrice Talon annonce de bonnes nouvelles pour la commune et pour le Bénin. Nous sommes en train même de construire, et ça on a commencé à le faire très vite parce que c'est une urgence, un hôpital de référence internationale. Désormais, au Bénin, nous aurons l'hôpital qu'il faut pour que les maladies qu'on peut guérir, même graves, nous puissions également les guérir. Vous avez dû entendre que nous venons d'avoir notre IRM qui va être installé au CNHU de Cotonou. On a lancé un recrutement pour environ 1600 agents de santé, dont presque 300 médecins qu'on va déployer dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux pour compléter le personnel qui est un nombre très insuffisant. Concernant l'industrialisation des exploitations potières et du sable de verrerie, le chef de l'État surprend encore. Vous avez sur la bâche en face la mise en valeur du sable de verrerie de Kouyogbé. La matière première pour la verrerie existe ici. La matière première pour les carreaux existe ici. Et nous sommes déjà en train de nous engager dans la construction d'une usine. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'annoncer ce que nous voulons faire. Mais ces choses-là sont déjà engagées et bientôt vous serez impliqués dans ce projet industriel. Le message de Patrice Talon est reçu avec satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un mariage. Un mariage entre la commune de Kouyogbé et le Bénin tout entier, dont vous êtes le père célébrant. Nous vous confions tout et nous vous souhaitons bon retour. En quelques années seulement, hisser notre pays à un niveau de développement si élevé. Je crois que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans cette salle, vraiment, nous ne pouvons plus rien dire d'autre que merci. Avant de se rendre à son prochain point d'étape, le président de la République rappelle avec lucidité son diagnostic sur l'évolution du Bénin. Si pas grand-chose n'a été fait à l'échelle de chaque commune prise individuellement, tout au plan national a démarré et rien ne devrait pouvoir inverser la dynamique du nouveau Bénin. Au Parlement maintenant, ce sont des députés satisfaits des efforts faits pour la promotion de l'action gouvernementale qui ont reçu cet après-midi Maître Alain Oronla, ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement. C'est à l'occasion de son passage devant la Commission des Finances. Le budget exercice 2021 du ministère s'élève à 5 milliards de francs CFA. Devant les préoccupations des députés, Alain Oronla annonce la poursuite de la modernisation des structures sous sa tutelle et la restructuration de la Poste. Propos recueillis ici par Fimin Bassao, Brice Omba. Nous avons soumis à la représentation nationale le projet de budget qui concerne le ministère de la Communication et de la Poste. Un budget qui est estimé à la somme de 5 milliards 398 510 000 francs CFA, qui inclut essentiellement des dépenses de fonctionnement et des subventions que nous devons porter pour l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin, qui est un organisme du service public au service de la promotion de l'accès de tous à des médias de qualité, qui est un organe qui permet aux populations d'être informées et qui n'a pas vocation à faire de bénéfices. Nous avons dû répondre aux préoccupations des honorables députés qui s'inquiètent au sujet de la Poste du Bénin SA, qui est l'autre organisme important sous tutelle. Et nous avons expliqué les réformes qui sont en cours. D'abord, le travail de survie et de maintien de cet outil qui se fait au quotidien avec la direction générale et tous mes cadres.
Et ensuite, des réformes que nous préparons et que nous allons porter à la connaissance du public bientôt sur la professionnalisation et la modernisation de la Poste du Bénin SA, qui va maintenir ses activités traditionnelles, mais qui rajoutera un pôle bancaire, un pôle financier important, et qui reprendra sa place parmi la concurrence, puisque du fait du déclin de cette poste que nous avons connue et qui a connu de bonnes heures de gloire, nous sommes aujourd'hui en difficulté avec une concurrence qui s'épanouit de plus en plus. Donc la Poste reprendra ses attributions. Pour ce qui est des autres organismes sous tutelle, il y a aussi, et là également, des réformes pour que le FAPA, l'ABP et l'ONIP puissent se moderniser et récupérer des parts de marché pour le bien des Béninoises et des Béninois et pourquoi pas à l'international. Il n'y a pas de projet à annoncer. Vous savez, notre pays a sombré dans une léthargie et il y a une dynamisation, une redynamisation qui est faite par le programme national du gouvernement qui s'occupe de secteurs considérés comme prioritaires, la route, les hôpitaux, l'école, le tourisme qui est un secteur sur lequel nous comptons beaucoup, ce qui fait que les sous-secteurs de la Poste des médias ont été, on va dire, un peu en retard. Et le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur ces différents secteurs, puisque les autres dégagent déjà une certaine visibilité. Et donc, ces projets sur lesquels nous travaillons seront révélés dans le courant de l'année 2021 et mis en œuvre parce que pour l'instant, ce que nous faisons, c'est la gestion quotidienne, c'est comment stopper l'hémorragie. Donc ces projets sont révélés et nous allons transformer les différents organismes sous tutelle du ministère de la Communication et de la Poste tel que je voulais parler, Inch'Allah, que ce soit avec nous, avec ceux qui vont prendre la relève. Un peu plus de 100 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget du ministère des Infrastructures et des Transports pour 2021. Le ministre en charge des deux secteurs était devant les membres de la commission budgétaire au Parlement, Hervé Khéchomen, a défendu un budget essentiellement axé sur les investissements. On l'écoute au micro de Guillaume Avieno. L'essentiel est consacré aux investissements. Et ces investissements que nous allons réaliser au cours de l'année 2021 vont concerner la continuité de certains projets, de certains grands projets. Et puis, il y a d'autres projets nouveaux que nous allons également commencer au cours de l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, nous allons engager la construction du contournement nord de Cotonou. Cette année, nous avons fait des études. Nous avons approfondi, nous avons fait d'abord une première partie des études. Nous avons fait l'approfondissement de ces études, ce que nous appelons les études techniques détaillées. Et l'année prochaine, nous allons commencer les travaux proprement dits. Nous allons lancer les appels d'offres et démarrer les travaux. Donc, à partir de l'année prochaine, nous allons commencer par voir le démarrage des travaux du contournement nord. Et c'est pris en compte dans ce budget-là. Il y a aujourd'hui un certain nombre de grands travaux routiers que nous allons démarrer. Il y a la route cotonnière, que nous appelons la route Djougou, Peyonko, Kéru, Banikwara. Et cette route, nous allons la démarrer début de l'année prochaine. Et tout est quasiment prêt pour ce démarrage-là. Il y a également, en termes de grands projets, le projet Sémin-Porto-Novo, le projet autoroutier Sémin-Porto-Novo, que nous allons également commencer l'année prochaine. Nous sommes dans une phase de sélection des entreprises et je crois que l'année prochaine, nous allons pouvoir engager ce grand projet-là. Les autres projets que nous avons sont des projets routiers. Et ce que je vais dire de façon spécifique pour l'année prochaine va se passer au port. Au port, nous allons engager la reconstruction des quais nord. Nous allons faire en termes de qu'on appelle plan directeur du port. Nous allons réaliser ce que nous appelons une zone logistique. Et il y a le terminal 5 qui est un terminal vraquier. C'est vrai que c'est des projets qui sont portés par le port lui-même, mais il est important de dire aux Béninois ces grandes réalisations que nous allons connaître l'année prochaine. Il y a le centre des affaires maritimes. Aujourd'hui,
en lieu et place des bâtiments du ministère des Infrastructures et des Transports, de l'Agence nationale des transports terrestres et même de la grande chancellerie, vous ne voyez plus rien. Et donc, cette aire va faire place au centre des affaires maritimes qui va être un grand édifice que nous allons construire pour abriter toutes les structures intervenant dans le secteur maritime et portuaire. Le Parlement va bientôt se doter d'un code d'éthique et de déontologie. Le document est en cours de conception par les fonctionnaires de l'institution à Kétou. C'est à la faveur d'un atelier de validation. Guillaume Avienne. Des fonctionnaires de l'administration parlementaire à Kétou pour l'examen et la validation d'un avant-projet de code parlementaire d'éthique et de déontologie. L'élaboration du document est une initiative du président de l'Assemblée nationale, désireux de redorer le blason du député béninois à l'intérieur comme à l'extérieur du Parlement, et cela sur la base d'un ensemble de règles bien définies. En accordant une attention particulière au code parlementaire d'éthique et de déontologie, en relançant le dossier, le président de l'Assemblée nationale a compris qu'une politique d'éthique et de déontologie vise à assurer certaines normes de conduite chez les députés. Et cette politique devrait être fondée sur des normes généralement reconnues et qui existent déjà au sein de l'institution à travers le règlement intérieur applicable à l'Assemblée nationale, mais elle devrait également en établir de nouvelles. L'atelier financé par le PNUD à travers le PACPOJ est organisé par l'Institut parlementaire du Bénin, l'IPAB. Les participants auront à passer en revue plusieurs tests inspirés des législations nationales et étrangères pour finalement dégager un test qui va désormais servir de boussole en termes de comportement du député. L'exercice se déroule à quelques mois d'une échéance électorale cruciale régie par de nouvelles règles. L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à crédibiliser les candidatures dans le cadre de l'élection du duo président et vice-président de la République. Vous comprenez avec moi que les hommes et les femmes qui assureront le parrainage des candidats devront en amont faire preuve d'un minimum de confiance et de crédibilité aux yeux des électeurs. À terme, le code vise à dissuader le parlementaire d'avoir un comportement contraire à l'éthique et d'imposer des sanctions pour de tels cas afin de prévenir et de combattre la corruption, insistent les concepteurs du document. Séance d'information sur l'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles au Bénin. Les promoteurs de l'Atakora et de la Donga ont été entretenus par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la Maison des Jeunes de Natitengu et de Djougou sur comment accéder au crédit auprès des institutions bancaires par l'entremise du Fonds national de développement agricole, le FNDA, dispose désormais, vous le savez, de 100 milliards de francs CFA pour les accompagner. Ilkiliru Gounou Sero, Abdullah Fouidrissou pour le reportage. L'accès au crédit auprès des banques et les institutions de microfinance ne sera plus un casse-tête pour les promoteurs agricoles au Bénin. Désormais, le Fonds national de développement agricole accompagne ces derniers avec une cagnotte de 100 milliards. Le fonds garantit les prêts, bonifie le taux d'intérêt dans certains cas et appuie les promoteurs à la préparation des dossiers bancables, d'où l'intérêt de cette séance d'information et de sensibilisation. Les bénéficiaires, c'est les micro, petites et moyennes entreprises disposant d'un registre de commerce. C'est les coopératives de producteurs, de transformateurs immatriculés au MAEP. C'est les petits exploitants agricoles, toutes filières confondues, immatriculés au MAEP. C'est enfin l'exploitant agricole individuel, mais disposant d'un identifiant fiscal unique. Les activités éligibles doivent être liées aux filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le ministre, que l'ATDA Atakora Ouest s'engage à fédérer les énergies pour assurer le suivi adéquat et l'accompagnement nécessaire des bénéficiaires qui recevront ces crédits. Je voudrais que le peuple bénisse
le président de la République qui a osé innover en matière de gouvernance du secteur agricole dans notre pays. 10 banques et 15 microfinances accompagnent le gouvernement béninois dans sa volonté de rendre plus performant le secteur agricole. Notre rôle de partenaire financier sera d'évaluer si vos projets représentent un risque convenable et si vous, les promoteurs agricoles, vous présentez les capacités de remboursement de ces prêts que nous allons mettre à votre disposition. Avec la garantie que l'État offre aux banques, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi pour les promoteurs agricoles. Je voudrais remercier tous les ouvriers de l'ombre qui ont pu identifier de potentiels porteurs de projets ou même d'idées de projets pour venir boire aujourd'hui à la source des réalités d'accès facile au crédit à partir de la facilitation du FNDA. Les banques ont de la surliquidité qu'elles n'utilisent pas parce qu'elles estiment que le secteur agricole est un secteur à haut risque. Elles ne veulent pas prendre de risques, ces banques. Et ces banquiers sont frileux de ce que le secteur porte trop d'aléas pour devoir être les signataires de crédits qui ne pourraient éventuellement pas être remboursés. Si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons faire pour que l'argent appelle l'argent? C'est prendre en charge une partie de ces garanties que les banques veulent qu'on leur offre pour mettre à disposition des producteurs les ressources nécessaires à développer les exploitations. Ce que l'État est en train de faire à travers ce système. Mais est-ce que c'est seulement courir avec les banques les risques? Non. C'est assurer aussi au niveau de ces banques la capacité ou au moins des services financiers décentralisés d'aller, si ils sont en cours d'argent, prendre encore quelque part et relancer le financement. Le Fonds national de développement de l'agriculture ne fait pas du crédit, mais il facilite l'accès au crédit auprès des banques. On reste donc sur le secteur agricole pour préciser que le Bénin va bientôt se doter d'une nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole. Le document a été soumis à l'appréciation des experts du secteur pour validation. C'est à la faveur d'un atelier organisé avec l'appui de la FAO à Cotonou. Jean-Claude James, Bruno Rotepo. Quelle stratégie pour la mécanisation de l'agriculture béninoise? La réponse dans le document élaboré à cet effet. Mais avant son exploitation, ces acteurs clés du processus de mécanisation apportent les derniers amendements en vue de sa validation. La nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole contribuera à terme à relever les principaux défis que sont la promotion de la mécanisation agricole, de la mécanisation des activités de production végétale, animale et halieutique, la mécanisation des activités de transformation des produits agricoles, la promotion des activités de recherche, développement et des nouvelles technologies de mécanisation, le renforcement des capacités d'intervention des structures de l'État en charge de la mécanisation agricole, la promotion des mesures d'accompagnement pour le développement de la mécanisation. Le représentant du ministère de l'Agriculture revient sur l'importance de cette feuille de route pour le Bénin, dont le gouvernement a fait du secteur agricole le principal levier de développement économique. La nécessité de doter le secteur agricole d'un document de stratégie nationale de mécanisation agricole avec l'appui technique et financier de la FAO se trouve bien justifiée au regard des ambitions du gouvernement et de sa volonté de faire de l'agriculture béninoise un secteur d'investissement massif. Je voudrais donc nous exhorter à amender ce document pour que les produits qui sortiront à l'issue de l'atelier soient de très bonne facture. Une fois validé, ce document de stratégie sera une boussole pour l'Agence nationale de mécanisation agricole, une structure qui va certainement contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2, zéro faim d'ici à 2030. Une nouvelle perche est tendue aux citoyens, surtout ceux qui n'ont pas pu faire le ravi. Son nom,
Ouri Bénin, l'Ouri, entendez, projet d'identification unique pour l'intégration et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Selon les spécialistes, c'est un outil indispensable pour le développement. Son lancement a eu lieu à Cotonou. On va retrouver Jean-Claude James, Wenceslas Amaïman. Malgré les résultats encourageants du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, le gouvernement se préoccupe toujours des Béninois qui n'ont pas pu participer à l'opération. Il lance avec l'appui de ses partenaires comme la Banque mondiale le projet Ouri Bénin. C'est un projet qui intervient au Bénin dans le cadre de l'identification des personnes. Et son intervention sera traduite à travers 3 composantes. La première composante, le projet vise à améliorer le cadre juridique et institutionnel en matière d'identification des personnes. La deuxième composante, elle se chargera de mettre en place une plateforme d'identification de base. En termes clairs, il s'agira de donner une chance nouvelle à toutes les personnes qui n'avaient pas pu faire le RAVIP en son temps. Cette composante se chargera de délivrer gratuitement à toutes les personnes vivant au Bénin une attestation dite attestation du numéro personnel d'identification qui leur permettra d'avoir accès aux services. C'est un outil de développement qui est extrêmement important. Et vous avez entendu tout à l'heure le ministre de l'Action sociale et de la microfinance dire comment est-ce que cet outil allait permettre de développer des actions sociales de manière sécurisée et de manière sûre. De façon concrète, Ouri Bénin est une nouvelle réponse au problème d'accès aux services sociaux de base. Les autorités reviennent ici sur les exigences de sa mise en œuvre. Le projet Ouri est donc mis en place pour aider le Bénin à relever le défi d'une identification au service de l'inclusion sociale. Le défi et les enjeux de mise en œuvre de ce projet sont considérables, tant du point de vue de la gouvernance, des procédures instaurées par la Banque mondiale, que des objectifs de durabilité des actions de développement envisagées. Et c'est pourquoi je lance cette invite aux principaux partenaires institutionnels à l'application, à la rigueur, au respect des règles de l'éthique dans le cadre de l'opérationnalisation de ce projet. Nous devrons ensemble veiller scrupuleusement à faire en sorte de capitaliser l'existant, de concilier les initiatives propres et les orientations stratégiques de développement mises en place par le gouvernement. Après cette cérémonie de lancement, des campagnes de sensibilisation sont prévues pour susciter l'adhésion des populations. La protection des domaines sur Internet reste indispensable pour mener les différentes opérations en toute sécurité. Le système des noms de domaine reste un important instrument de verrouillage afin de lutter contre toute forme de piratage. Des experts en informatique se retrouvent depuis ce vendredi à Semen City à Cotonou pour échanger autour donc de cet outil de recherche. Gilles Dansou, Wenceslas Amaïman. Le DNS, Domain Name System, système de nom de domaine en français. Ils sont ici en hackathon, un rendez-vous de spécialistes de l'informatique pour échanger, collaborer et approfondir les recherches en groupe. Il est question pour ces ingénieurs réseau, ingénieurs système, administrateurs réseau et autres profils de parcourir ensemble les modalités de protection des noms de domaine, examen et audit. Sur Internet, vous avez des liens des sites web. Donc nous prenons par exemple le cas de semencity.bg, c'est un exemple que je donne. Mais derrière semencity.bg, il y a ce qu'on appelle les adresses IP. Donc, ce sont des adresses IP qui communiquent avec le serveur sur lequel se trouve le site de Semencity. Donc lorsque vous tapez dans votre navigateur semencity.bg, derrière, il y a une recherche qui se fait et c'est l'adresse IP de Semencity qui est recherchée pour trouver le site de Semencity pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, l'objectif de ce truc, c'est que derrière, ce qui fait le changement, ce qui fait la recherche, c'est le DNS. Donc, sans le DNS,
nous allons nous perdre sur Internet parce que Internet ne serait pas ce qu'il est. Sans le DNS, en fait, nous serons complètement à la ramasse. Des objectifs bien spécifiques sont visés, exemple à l'appui. Je vais prendre un exemple de l'ORTB, par exemple, ORTB.bj. Je suppose qu'au moment où le .bj, qui est le nom du domaine national, n'était pas encore à la portée de tout le monde, un malin a pris le plaisir d'aller payer le nom ORTB.bj. Vous vous retrouvez dans un problème. Donc, votre nom de domaine, en fait, est utilisé par un particulier. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les noms de domaine internationalisés. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les noms de domaine avec des accents. Donc, vous pouvez avoir des caractères ASCII dans les noms de domaine. Vous pouvez avoir un nom de domaine écrit en caractère chinois. Donc, l'objectif de la protection des noms de domaine ici, c'est l'infrastructure DNS qui est derrière, comment pouvoir l'auditer, comment pouvoir prendre des mesures pour empêcher en fait que des gens fassent le cyberjacking, donc volent les noms de domaine, créent des failles de sécurité en fait qui vont dérouter aussi les visiteurs. Des moments enrichissants vu la qualité des interventions et le contenu des différents modules présentés. Le rideau sur la réunion annuelle des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dans l'espace CEDEAO. Des travaux qui ont permis à ces émissaires d'accorder leur violon sur le sujet du plan d'action quinquennal relatif à leur domaine d'intervention. Le NEC à Guazaou, Wenceslas Raymond. 2 jours auront suffi à ces experts pour valider et adopter la Convention 2021-2025 de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, un instrument qui vise à renforcer la lutte contre la prolifération de ces armes dans l'espace ouest africain dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. L'innovation majeure, c'est de tenir compte dans la mise en œuvre de ce plan quinquennal de la pandémie de Covid-19 qui a ralenti toutes les activités. Mais aujourd'hui, la pandémie est là, il faut être résilient, il faut faire face, et en même temps qu'on lutte contre la prolifération des armes, en même temps, on doit lutter aussi contre la pandémie. Donc c'est l'innovation majeure, il faut respecter les gestes barrières, c'est ce que nous allons intégrer dans nos différents messages de sensibilisation. Parce qu'en fait, les commissions nationales au niveau de chaque État, on n'a pas un pouvoir coercitif. Notre arme pour désarmer, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Et donc quand tu sensibilises, tu vas vers les populations. Donc, en même temps, il faut intégrer les mesures barrières quand on va rencontrer les gens. Nous intégrons la dimension de la pandémie dans nos différentes activités, notamment dans les activités de sensibilisation à l'endroit des populations sur les dangers liés à la détention illicite et au commerce illégal des armes. En intégrant la façon dont les conséquences de la pandémie sont drastiques pour les populations, c'est la même chose, c'est la même conséquence pour les armes. Les armes causent plus de dégâts que les maladies. Raison pour laquelle nous essayons d'harmoniser nos différentes activités ou d'adopter nos différentes activités avec l'évolution de la pandémie. L'accompagnement des partenaires s'avère nécessaire pour une mise en œuvre efficace de la convention validée. Raison pour laquelle les échanges se sont déroulés en leur présence. On a un projet avec le Fonds européen de développement. C'est un fonds fiduciaire qu'on appelle le 11e FED. C'est dans le cadre de sa mise en œuvre qu'on a validé ce plan quinquennal. Et les partenaires sont présents. Ça va nous permettre de mobiliser les ressources parce qu'il est évident qu'il est bien de faire un plan, mais encore il faut trouver des ressources pour essayer de le mettre en œuvre. Les partenaires sont là pour nous accompagner dans la mise en œuvre des différents programmes et des différentes activités qui sont prioritaires et préconisées dans ces plans d'action. Nous profitons de ces différentes rencontres-là pour faire des plaidoyers auprès des autorités afin que les commissions nationales puissent avoir un ancrage conséquent et un budget conséquent pour la mise en œuvre des différentes activités. Seul l'aval des organes suprêmes de la CEDEAO est attendu pour l'application effective de la convention quinquennale validée ici à cette rencontre de Cotonou. En présence du chef d'état-major général des forces armées béninoises et de l'ambassadeur de France au Bénin, dont le pays est un partenaire pour l'opération, plusieurs armes obsolètes ont été détruites à Cotonou. Un acte de salubrité des casernes qui vise à garantir aussi la sécurité. Le NEC à Guazao, Simon Villon.
Un fusil broyé et détruit. Plus de 10 000 armes obsolètes et illicites sont appelées à connaître ce sort. Certaines appartenant à l'armée béninoise et d'autres saisies chez des braconniers ou des malfaiteurs. Le 4 mars 2012, il y a eu explosion dans les dépôts de munitions et d'armes au niveau du Congo-Brazzaville. Tirant des enseignements de cette explosion, nous avons demandé au gouvernement de nous accompagner à procéder au recensement des armes et des munitions dans les unités des forces de défense et de sécurité. Au terme de ce recensement, nous nous sommes rendus compte que nous avions plus de 10 000 armes obsolètes qui encombrent nos magasins et près de 400 tonnes de munitions dégradées sont en train de faire courir des risques d'accidents pyrotechniques. C'est ce qui nous a conduit à chercher des partenariats grâce à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères du Bénin, qui est dirigée par le colonel Bada Bertin, directeur de cabinet militaire du chef de l'État, qui nous a permis de nouer ce partenariat avec la société EODES. La société EODES qui apporte son assistance technique et financière dans le cadre de cette campagne de découpe, fruit de la coopération franco-béninoise. Au titre du partenariat qui existe dans bien des domaines entre les forces armées béninoises et puis la France a décidé de soutenir un programme qui consiste d'une part à détruire les armes obsolètes, c'est ce que nous avons vu ce matin, et c'est une société française, EODES, à qui a été confié ce travail d'accompagnement, parce qu'en réalité, ça a été fait par les forces armées béninoises, mais il y a un travail de formation, d'accompagnement qui a été fait, et je suis très heureux de l'accueil qui m'a été réservé et de la force de ce partenariat qui existe dans une mission qui est vraiment une mission de paix et de sécurité. Cette opération contribue à l'assainissement des stocks d'armes et au renforcement de la sécurité publique. Si les armes n'étaient pas détruites, elles peuvent faire l'objet de détournement ou de trafic illicite. Quand on voit les actes de braquage qui s'opèrent de part et d'autre, mais qui ont diminué sensiblement grâce au dynamisme de la police républicaine qui se compose aujourd'hui de l'ex-gendarmerie et l'ex-police nationale, je crois que la meilleure méthode, les bonnes pratiques exigent que lorsque vous avez un surplus d'armement ou de munitions, il vaut mieux procéder à sa destruction pour ne pas exposer les personnels à des fins non désirées. Toute structure qui produit des déchets est responsable de son élimination. Nous avons signé un contrat avec la société Energip pour procéder à l'élimination de ces déchets métalliques qui ont été produits. Après les armes à feu obsolètes, 400 tonnes de munitions dégradées vont être aussi détruites. Une opération inscrite également au calendrier de cette campagne de découpe. Culture à présent, ce sont les assises de tous les espoirs, ou du moins, elles apparaissent comme telles. En effet, depuis cette semaine, se tiennent au stade de l'amitié à Cotonou les journées de réflexion et de plaidoyer pour le renouveau des arts et de la culture en République du Bénin. Nikano Kovi et Louis Koudouba reviennent ici sur les enjeux de cet événement. Où est la culture? Où sont les arts? Ludovic Fadeiro a du coffre et du métier. Mais quand il s'interroge sur l'état des arts et de la culture au Bénin, la lumière s'éteint dans son regard et ses yeux fixent le vague. À ses assises, ils sont nombreux comme le plasticien à réclamer meilleure enseigne que la loge qui est la leur actuellement. À commencer par les organisateurs pour qui les arts et la culture ont besoin d'un nouveau souffle au Bénin. Au bout de ces journées de réflexion et de plaidoyer, il faut que par la volonté, par la pertinence de nos idées, par la perspicacité de nos propositions, nous arrivions à montrer à nos gouvernants, à notre peuple, que le secteur de l'art et de la culture n'est pas la maison des enfants barbus au nom desquels on peut tout décider, tout faire sans les concerter. Avec l'invasion de notre pays des touristes qui se préparent minutieusement par notre gouvernement, se profilent aussi à l'horizon de belles perspectives artistiques et culturelles. Voilà pourquoi nous devons nous apprêter pour être à la hauteur quand l'appel s'entendra.
les récentes réformes du gouvernement pour transformer les arts et la culture, preuve de l'intérêt tout particulier que les pouvoirs publics accordent au secteur, selon le représentant du ministre de tutelle. Le programme d'action du gouvernement du Bénin révélé a déjà mis la culture au cœur de ses préoccupations et que l'équipe justement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts essaie de mettre en œuvre naturellement. Ces propos, un peu comme pour épouser la démarche des acteurs culturels qui se saisissent de leur destin en organisant ces assises où l'art donne le change à la culture par tous les moyens d'expression. Des cristaux marchent et se figent. En attendant le plaidoyer annoncé, les arts et la culture jouent leur atout au stade de l'amitié pendant 4 jours. Ultime cartouche tirée pour un renouveau artistique et culturel reconnu nécessaire. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachida Biomaman dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.